il faut proposer des concepts pour attirer un nouveau public, il faut un petit peu innover, tu vois, il faut arrêter de vivre comme il y a 50 ans. Mais ça, les maisons d'édition, elles ont beaucoup de mal à l'accepter, elles ont beaucoup de mal à tolérer les réseaux sociaux. Pour elles, c'est juste, ouais, vas-y, on met un post et ça va suffire, alors que pas du tout, ça marche pas comme ça. Tu écoutes le Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Moi, c'est Ingrid Lemaire, je suis auteure et coach sur l'école d'écriture en ligne j'écrisunroman.eu. Ma mission avec ce podcast, c'est de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des auteurs qui te dévoilent tous leurs secrets. Alors prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, je suis très contente de te retrouver dans cet épisode du Café des auteurs avec un invité, notre premier de la saison 3. Et quel invité? J'ai nommé Michael Bielli, auteur de fantasy, notamment de la saga Mardas, mais aussi très présent sur les réseaux et notamment YouTube, avec qui je discute de beaucoup de sujets, notamment d'écrire de la fantasy en 2023, de son parcours d'auteur un peu atypique et de comment il a créé sa communauté pour auto-éditer son roman et se faire connaître. C'est également à titre perso le premier épisode où je dois censurer certaines parties, tu verras ça pendant l'épisode, mais effectivement quand on parle de communication et de réussir sa com, Michael ne mâche pas ses mots. Je te laisse avec cet épisode haut en couleur. Et on est avec Michael Bielli. Hello Michael, est-ce que du coup tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Salut Ingrid, déjà merci beaucoup de m'avoir invité pour ton podcast, c'est très gentil à toi. Alors du coup moi je m'appelle Michael, je suis Michael Bielli, je suis auteur indépendant depuis 2018 maintenant, ça commence à faire long. Je suis le papa d'une saga de fantasy en 5 tomes qui s'appelle Mardas, dont les 2 premiers tomes sont disponibles sur Amazon, et le 3e tome devrait arriver début d'année prochaine si tout se passe bien, je suis en pleine réécriture, on verra ça. Accessoirement, je suis aussi créateur de contenu sur YouTube et sur Twitch où j'anime tous les lundis, mercredis et dimanches des sessions écriture avec des écrivains, c'est logique jusque-là, des écrivains. Et je suis aussi le papa du deep web littéraire, mais ça c'est pas ouf à mettre dans le CV donc on va pas trop le mentionner. Mais basiquement, c'est ça. J'ai promis à Michael de pas trop parler du deep web littéraire. Non, alors, tu sujets. peux en parler, tu peux carrément en parler. Je fais souvent le mec en mode ça me saoule et tout. Non, c'est pas vrai, c'est très rigolo, j'adore ça. Je travaille sur le prochain épisode justement où ça sera une parodie d'Harry Potter, donc ça va être incroyable. Tu as le droit d'en parler, t'inquiète, c'est pas tabou. C'est clair, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a beaucoup à dire et j'ai beaucoup de questions à te poser. Et la première, c'est, tout ça, c'est énorme, mais au tout début, avant même de publier ce tome 1, comment ça s'est passé tes débuts d'auteur? Est-ce que c'était la galère? Comment t'as choisi de te dire, allez, let's go, j'écris une saga en 5 tomes? Ouais, alors déjà, je me suis vraiment dit ça, je me suis dit, vas-y, let's go, une saga en 5 tomes, alors que j'avais jamais rien écrit de ma vie. Vraiment, Mardas, c'est ma toute première expérience d'écriture. Et ça a commencé de manière assez chaotique parce que moi je suis pas quelqu'un qui vient du monde de la littérature à la base. Je n'avais jamais écrit avant, je lisais très peu de livres. Moi je viens plutôt du monde de l'audiovisuel. J'ai beaucoup travaillé dans le montage vidéo, je réalisais des courts-métrages. Voilà, j'étais plutôt là-dedans. Et le fait d'écrire, c'était pas un truc qui m'intéressait à la base. C'était un petit peu la dernière forme d'art que j'avais envie de tester. J'étais passé par plein de trucs avant, j'ai fait du cinéma, j'ai fait de la musique, j'ai fait de la scène, j'ai fait plein de trucs, mais pas l'écriture, c'était pas un truc qui m'intéressait. Et au moment de me lancer, en fait, j'écrivais un scénario de long métrage que je voulais réaliser, qui était une sorte de thriller qui mettait en scène un tueur en série, enfin bref, ce genre de choses. Et pendant que j'écrivais ça, en fait, je commençais... je m'ennuyais en fait, j'étais pas en mode en fait ça me saoule un petit peu d'écrire dans notre monde à nous, j'ai envie de mettre un petit peu de la magie, ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'au final l'histoire de Mardas, ma saga de fantasy, a commencé à naître. Mais le problème c'est que la fantasy, contrairement à un thriller qui se passe dans notre monde, la fantasy ça coûte cher à produire, ça coûte cher à filmer, ça coûte cher à créer, parce que bon, les effets spéciaux, les costumes, les décors, c'est pas comme chez nous où t'as tout déjà, tu vois. Donc j'ai un petit peu frustré à ce niveau-là parce que j'avais pas envie de faire un truc très cheap, et c'est ça le problème quand tu réalises de la fantasy ou de la SF, quand t'as pas beaucoup de moyens, ça se voit très très vite et du coup ça devient un petit peu ridicule. J'avais pas envie de faire ça, donc je me suis dit bon, ce que je vais faire c'est que je mets de côté le thriller, ça m'intéresse plus, je vais écrire l'histoire de Mardas, mais je vais tout écrire de A à Z comme un roman.
Et ben on verra ce que ça donne. Et je me suis dit en plus à l'époque, non mais vas-y, comme je sais pas écrire un roman, je vais tout écrire l'histoire et ensuite je vais la confier à un vrai auteur qui lui la remettra au propre. Et après je mettrai mon nom sur l'histoire. Tu vois vraiment le mec hors sol, hors déconnecté de la réalité. Et du coup là je me suis dit vas-y, je vais écrire l'histoire de A à Z. J'ai commencé à faire ça. Et alors à l'époque en plus j'avais beaucoup de lacunes en français, j'avais vu que j'ai arrêté l'école en troisième, j'avais beaucoup de lacunes, du coup j'ai dû tout reprendre à zéro, les cours de français j'ai dû les récupérer sur internet et tout, donc je me suis un petit peu remis au goût du jour. Et petit à petit voilà, j'ai commencé à écrire le début de l'histoire. Pour l'instant c'était pas ouf, j'apprenais, je tâtais un petit peu l'univers, je tâtais un petit peu les personnages, pas littéralement, c'est bizarre, mais voilà, je découvrais, petit à petit je découvrais et j'ai commencé à prendre goût à ça alors que je m'y attendais pas spécialement. J'ai commencé à prendre goût et je me suis dit au fur et à mesure de l'écriture, bah vas-y en vrai pourquoi pas en faire un vrai roman et le publier moi-même. Et à partir de là, bah, voilà, c'est comme ça que ça a débuté quoi. C'était pas prévu du tout que ça se finisse comme ça, mais bon voilà, on en est là. Par accident donc. Franchement ouais, c'est un gros accident. C'est génial, j'adore. Je pense que tu es le premier à avoir un début d'écrivain aussi accidentel. Ouais, parce que c'est vrai que depuis tout petit, j'aime beaucoup créer des histoires, mais j'aime pas spécialement les écrire. J'ai jamais fait ça avant. Moi, j'aimais bien les mettre à l'image. Donc c'est vrai que me mettre à l'écriture comme ça, j'ai commencé à 21 ans, 20 ans, 21 ans. Contrairement à beaucoup de mes collègues qui sont là-dedans depuis hyper longtemps, ils ont commencé, ils avaient 5 ans, enfin, rien à voir avec eux, quoi. Donc c'est vrai qu'au début, je me sentais carrément illégitime d'écrire par rapport à eux. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place au sein de la commu. Mais aujourd'hui, ça va, je me sens un peu moins imposteur. J'espère bien. Oui, Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ça. oui, t'inquiète. Du coup, tu nous as dit que la saga, finalement, c'était un peu le choix dès le départ. C'était je vais écrire cette saga-là. Est-ce que c'est déjà une saga en 5 tomes vraiment, ou est-ce que ou en tout cas quelque chose d'extrêmement long parce que c'est Alors ouais. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, à la base, je voulais faire un truc long, pas spécialement 5 tomes. Je savais pas combien de tomes en vrai. Juste, je sais que je voulais écrire quelque chose dans cet univers-là avec ces personnages-là, mais j'avais aucune idée de combien de tomes ça allait prendre. Mais oui, je me suis lancé dans l'écriture uniquement pour cette saga-là. Et quand je vois à quel point ça me prend du temps de l'écrire, j'ai commencé en 2015, hein, donc à l'écrire, je veux dire. Donc je me dis, j'ai le temps. Il me reste encore 2 ou 3 tomes. Donc avant de terminer, on verra plus tard la suite. Bien d'accord. Voilà. Et du coup, cette saga, elle parle du personnage de Mardas, donc le Seigneur de Feu. Ce qui m'avait moi attiré quand j'ai un peu découvert ton compte, etc. Je me suis dit c'est marrant parce que tu nous vends vraiment. Dans cette saga, je parle d'un personnage qui est plutôt du côté obscur. Et du coup, entre guillemets, la différence, enfin l'argument marketing avec des gros guillemets bien sûr, c'est un peu ça, non finalement? C'était l'idée de base de ta saga ou pas? Ouais, moi dès le départ en fait je voulais travailler avec un bad guy, avec un antagoniste. Et d'ailleurs c'était ça en fait le projet de mon thriller, c'était qu'on suivait l'histoire du tueur en série à la base. Et en fait j'ai dérivé sur la fantasy avec ce personnage-là, Mardas. Et ouais, dès le départ, c'était prévu que je fasse un antagoniste en perso principal parce que j'ai toujours aimé, en fait, depuis tout petit, je sais que c'est bizarre, mais j'ai toujours aimé les méchants. Dans les dessins animés, dans les films et tout, j'étais toujours de leur côté. J'aimais bien en fait suivre leurs histoires et je trouvais ça hyper frustrant qu'on s'attarde beaucoup trop sur le héros. Et au final, le méchant, tu le voyais genre 10 minutes dans tout le film. Et j'étais hyper frustré par rapport à ça. Je me disais, mais je veux voir comment il évolue, à quoi il pense, etc., etc. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, si un jour j'écris une histoire, on suivra l'histoire point de vue méchant. Alors après, bon, Mardas, c'était un gros méchant dans le lore, dans le passé, évidemment, dans l'histoire actuelle. Il y a une histoire où il essaye de se repentir, mais c'est un peu ambigu, on sait pas trop ce qu'il veut en fait au final. Mais c'est acté dans le sens où, oui, dans l'univers, Mardas, c'est une sorte de Sauron dans l'univers. Et après, voilà, l'histoire, voilà. Voilà. Vas-y, pense à ça l'idée. Mais en tout cas, c'est sûr que quand on écrit ce genre de saga, moi, ce qui me fait peur directement, c'est un peu est-ce que je vais réussir à faire quelque chose d'intéressant tome après tome. Comment toi, tu t'y prends pour ça, on va dire? Oh, la question. Grosse question. Ou en tout cas, est-ce que tu avais par exemple la fin de la saga en tête quand tu as commencé?
Alors ouais, quand j'ai commencé à écrire, j'avais déjà la fin de la saga. Je savais pas que ça allait me prendre 5 tomes pour y arriver, mais j'avais déjà la scène finale. Je savais quel personnage allait mourir, quel personnage allait rester, quel personnage allait se greffer à l'histoire, à quel moment de l'aventure. J'avais vraiment les grandes lignes, et pour chaque tome, j'ai la fin des 5 tomes, même s'ils sont pas encore écrits. C'est important pour moi en fait de savoir sur quoi rebondir juste après. Donc ouais, après j'ai pas non plus tout ce qui se passe dans le bouquin, ça vient au fur et à mesure. Des fois je suis mi-jardinier, mi-architecte. Surtout avec le tome 3, j'ai fait un peu des deux. Mais j'ai les grandes lignes. J'ai les grandes lignes, je pense comme beaucoup d'entre nous, au moins, voilà, ça se passe bien. Effectivement, ouais, le danger, entre guillemets, c'est quand on commence à se dire, alors attends, si je commence à improviser dans mon tome, mais la fin de la saga c'est ça, etc., ça peut Ouais. mettre de la pression, non? Ouais, non, j'avais vraiment besoin d'avoir une destination finale pour pas me perdre dans le voyage. Voilà, comme quand tu prends le train, tu sais exactement où tu vas, et donc tu fais tout pour aller là. Donc voilà, j'avais besoin de ça pour mon histoire. Et autour de Mardas, il y a des personnages assez forts qui se baladent. J'ai en tête ton héroïne qui s'appelle Kirana, c'est ça? Oui, c'est ça, Kirana Gellin, ouais. Ce que j'avais bien aimé, c'était justement qu'on a une galerie de personnages assez haut en couleur. Et est-ce que, grosse question, mais du coup, toi qui nous dis que t'as pas tant d'influence littéraire SF, Ouais. du coup, les influences de ces personnages-là sont plutôt du film, ou où est-ce qu'elles sont? Ouais, en vrai, oui, je pense que ça vient majoritairement de mon enfance. Forcément, j'ai grandi avec Harry Potter, avec Star Wars, avec Le Seigneur des Anneaux, avec toutes les grandes sagas de la culture populaire. J'ai baigné dedans toute ma vie. Et aussi, j'ai aussi beaucoup grandi avec... Enfin, grandi, pas spécialement, mais j'ai beaucoup lu David Gemmell. Ça a été un petit peu mon point de référence dans l'écriture, parce que justement, au moment de commencer, j'avais jamais lu beaucoup de romans. J'avais commencé un petit peu les Harry Potter quand j'étais jeune, mais bon, je les ai jamais finis. Donc j'avais jamais vraiment été au bout d'un roman. Et quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, bon, Michael, c'est bien gentil d'écrire un roman, mais au bout d'un moment, si t'en lis pas, tu sais pas comment ça se passe, tu sais pas à quoi ça ressemble. Donc je suis allé à la librairie et j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Et je suis tombé sur David Gemmell. J'ai acheté son roman Wildlander, c'était son premier que j'ai lu. Et en fait, je m'en suis servi comme point de référence, ça a été mon mentor dans l'écriture. Je me suis beaucoup imprégné de sa plume pour pouvoir développer la mienne plus tard. Et j'ai analysé le machin à la loupe pour trouver la police d'écriture du bouquin, pour savoir comment étaient construits les dialogues, les paragraphes de narration, etc. Je me suis beaucoup inspiré de ça pour ensuite développer mon propre style. Mais sinon, ouais, mes points de référence, oui, ouais, ça vient majoritairement du cinéma, ouais. Ça m'inspire pas mal ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, un peu une dichotomie sur Internet entre ceux qui disent il faut absolument lire énormément pour écrire, sinon tu n'es pas légitime. Et pour le coup, ceux qui disent bah non, pas forcément, mais par contre, je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même une certaine mesure où tu peux pas non plus Oui. n'avoir rien lu et te dire allez, let's go, j'écris un parfait roman. Ouais, non. Ce sera parfait. Je suis complètement d'accord. En vrai, je suis d'accord avec ça. Évidemment, faut pas aller dans l'extrême. Évidemment, c'est que si tu lis pas de roman, tu peux quand même écrire, mais c'est bien de lire quand même. Même moi, je le reconnais, alors que je suis pas un grand lecteur. De temps en temps, j'essaie de me prendre un bouquin ou quoi pour me forcer un petit peu à lire, essayer de me remettre un petit peu dans le bain, parce qu'au bout d'un moment, c'est bien, c'est bien de le faire, vraiment. Ça nourrit aussi un petit peu nos influences, comme tu dis. Je trouve que le fait d'avoir, même les films aussi, d'ailleurs, ça les nourrit aussi, mais d'avoir plein de modèles, c'est quand même mieux. Ça nous permet de piocher dans ce qui nous intéresse. Moi, ça a énormément enrichi, ne serait-ce que mon vocabulaire à la base, tu vois, des petites expressions comme ça, par-ci par-là, que je connaissais pas, qui étaient employées par David Gemmell, que j'ai pu reprendre aussi par la suite. Ouais, t'enrichis ton vocabulaire, quoi. Donc rien que pour ça, en vrai, ça vaut le coup, tu vois. Donc, David Gemmell, je mettrai le lien dans les notes du podcast, tu me rediras le bouquin, ça m'intéresse. Ça marche. Et du coup, toujours sur donc David Gemmell, c'est la fantasy. Ouais, c'est un peu un des pères fondateurs de la fantasy. Ouais. Pas au point de George Martin, mais il a sa propre fantasy à lui, c'est un peu un gros nom dans le milieu. Ouais. Honte à moi, je connais pas du tout. Et du coup, ce qui est, alors je me suis un peu baladée chez les auteurs de J'écris un roman pour dire, si j'interviewe un auteur de fantasy, quel qu'il soit, quelle est ta question? Et en fait, une question qui revient beaucoup, et je trouve une crainte qu'ont les auteurs de fantasy, j'ai envie de dire high fantasy, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, en tout cas assez classique, quoi, qui ressemblerait un petit peu à la fantasy médiévale, etc. On m'a dit d'ailleurs, avec un héros masculin, par exemple, est-ce qu'on peut encore écrire ça en 2023? Est-ce qu'on peut encore écrire de la fantasy originale d'après toi? Ah, avec notre société d'aujourd'hui, les mœurs d'aujourd'hui qui changent, tout ça. Ouais. En vrai, je pense que de toute façon, tout a été fait déjà de base en termes de scénario, en termes de tout. Enfin, tout a été fait. Non, on peut encore trouver des trucs originaux, mais c'est compliqué, évidemment.
Moi, je pars du principe que je cherche pas à faire le scénario le plus original de la Terre. Par contre, ce qu'on peut faire, même si on fait une histoire assez bateau, ce qu'on peut faire, c'est insuffler notre âme dans notre œuvre et la rendre, apposer notre patte artistique dessus et la rendre, lui donner notre personnalité et la rendre unique, la rendre, merde, c'est quoi le mot là la rendre comme nous, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Image, je suis d'accord. Ouais, merci, putain, c'est ça, voilà, la faire à notre image à nous. Et ouais, est-ce qu'on peut encore En vrai, moi, tu vois, les héros masculins dans Mardas, en vrai, il y en a pas tant que ça, à part Mardas, évidemment, mais bon, c'est différent. C'est différent. Mais moi, par contre, par exemple, dans Mardas, il y a beaucoup de personnages féminins qui sont des personnages principaux. Je suis perdu. Comme Kara Nagaline, par exemple, qui revient, qui est un des personnages principaux de la saga. Il y a aussi Élise, le personnage principal du tome 3. Qui sera aussi accompagné de sa meilleure amie. Moi, je mets un point d'honneur à écrire avec des personnages féminins parce que c'est avec ces personnages-là que je me sens le plus à l'aise. Alors que c'est bizarre, tu vois, alors que je suis un homme, tu vois, mais vu que moi, par exemple, tu vois, j'ai grandi toute ma vie, j'ai été élevé uniquement par ma mère, j'ai grandi uniquement dans un monde entouré de femmes, donc je me sens plus à l'aise, c'est bizarre, mais je me sens plus à l'aise du coup en étant avec une présence féminine, en écrivant avec une présence féminine, en écrivant un personnage féminin, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Et du coup, pour moi, oui, bah, c'est important pour moi de mettre la femme au premier plan, bien sûr. Forcément, on a beaucoup trop l'habitude du héros qui va sauver la princesse, on connaît, on a l'habitude, on en a marre. On en a marre, ça fait plus rire personne, c'est plus épique, on a envie un petit peu de changer. Mais en même temps, si j'étais un auteur aujourd'hui, alors bon, c'est pas trop mon cas, mais un auteur aujourd'hui qui aurait envie d'écrire son roman de fantasy où le héros est quand même un homme, parce que... Et puis peut-être oui. un schéma peut-être un peu aussi... classique des romans de fantasy un peu épique, là, le voyage du héros et tout. Est-ce que vraiment ça passerait en 2023? Bah, ça pourrait passer si vraiment tu prends cette template de scénario et tu la changes, quoi. Tu changes des trucs, tu rajoutes des trucs qui viennent de toi et pas juste un truc platonique, un copier-coller de ce que t'as déjà vu 1000 fois. Genre vraiment, faut aller dans le délire à fond, il faut pas hésiter à expérimenter des trucs parce que c'est ça qu'on a envie de voir, c'est des nouvelles choses et pas des trucs qu'on a déjà lus 100 fois. Donc on peut toujours utiliser le voyage du héros, mais il faut l'adapter. Il faut changer des trucs et il faut pas hésiter à s'amuser avec ça. Voilà, à tester des trucs. Je mettrai un lien dans les notes du podcast sur le voyage du héros qui est un peu un modèle de récit classique, on va dire, au cas où vous auriez du mal à voir de quoi on parle. Mais en tout cas, clairement, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'en plus, même en soi, même le voyage du héros, entre guillemets, si, comme tu dis, on a une patte, un style ou quoi, ça peut peut-être même passer, ou justement si on déconstruit un peu ce modèle-là. Mais et typiquement, c'est un peu ce que tu as fait en choisissant d'axer un peu la saga sur le personnage de Mardas et pas sur peut-être tes personnages plus du côté gentil, on va dire. Bah après, Mardas c'est le personnage principal parce que c'est le bouquin qui porte son nom, mais en vrai, la saga Mardas se concentre tout aussi sur le personnage de Greenwalk, par exemple, qui est le petit gobelin. Alors c'est pas un gobelin dans l'univers, mais bon, on l'appelle gobelin, comme ça tout le monde voit à peu près ce que c'est. Donc il y a le personnage de Greenwalk, et il y a le personnage de Kirana, etc. L'histoire tourne vraiment beaucoup autour de plein de personnages, pas seulement Mardas. Mardas, il est là parce que c'est la tête d'affiche, et parce que aussi, en termes de nom pour le bouquin, c'est très facile à retenir, ne serait-ce que pour le référencement, etc. Sur internet, tu tapes Mardas, c'est bon, tu trouves direct. Donc ça c'était pratique. Mais c'est pas le personnage emblématique de la saga. C'est lui qui mène l'histoire, mais clairement, sans lui, l'histoire, enfin, sans les autres personnages, ça avance pas, quoi. Et du coup, ça nous donne un petit tips pour effectivement les auteurs qui auraient ces craintes-là, c'est d'explorer justement un peu les autres personnages, comme tu dis, le reste de la galerie, de l'univers, le point de vue d'un gobelin. Je me souvenais en plus que t'en avais parlé une fois, mais j'avais un peu oublié. Et là, je trouve ça énorme, parce que du coup, là, on prend un peu le contre-pied du truc. Ça me fait penser à la BD aussi, Gobelin, qui se concentre du point de vue. Ah oui, je connais, ouais. Et où à chaque fois, ils sont tués par les gentils en 2 secondes. Et du coup, la question d'après que j'ai entendue, c'est un petit peu... Alors ouais, donc on peut écrire ça, ok, mais est-ce qu'il y a encore le public pour lire ce genre de bouquin? Alors j'ai l'impression que toi, tu nous montres plutôt que oui, mais effectivement, ça peut, je pense, on peut se dire, bon, on a un peu tout vu en fantasy... Ouais, je sais qu'en France, il y a cette espèce de consensus à se dire que la fantasy, la SF, c'est pas de la vraie littérature, il y a une forme d'élitisme à ce niveau-là, mais il y a carrément un public là-dessus. Bah, sinon, j'aurais pas fait
genre 5000 ventes, 5000 ventes des 2 tomes. Donc je pense que ouais. Non mais je suis content, tu vois, je suis content. C'était mon objectif, je l'ai dépassé, je suis ravi. Maintenant je compte plus à combien j'en suis, je m'en fous. C'est bon, j'ai atteint ça, je suis content. Mais voilà, s'il n'y avait pas de public pour ça, je pense que je serais resté à 2-3 ventes, ça aurait été la famille, les copains, la copine. Donc non, il y a un public pour ça. Par contre, il faut le trouver et il faut aussi lui donner envie de s'intéresser à notre travail. C'est ça le plus difficile quand on est un auteur indépendant qui essaie de vivre sur Internet. C'est qu'il y a beaucoup d'auteurs de fantasy, beaucoup d'auteurs de SF, mais ils ont beaucoup de mal à trouver leur public parce qu'ils ont beaucoup de mal à se vendre. C'est ça le problème. C'est pas leur histoire qui pose problème, parce que ça se trouve, elle est géniale leur histoire, mais on ne le saura pas parce que ils ont du mal. Et je peux pas leur en vouloir, c'est normal, c'est pas leur métier. Eux, ils écrivent, c'est pas leur boulot, la com, tout ça. Normalement, c'est le boulot des maisons d'édition de faire ça. Mais quand t'es en auto-édition, t'as pas le choix, ça devient aussi ton métier. T'es obligé de t'intéresser à ces aspects-là. T'es obligé de mettre le nez dedans si tu veux un minimum t'en sortir. Je sais que c'est pas drôle, c'est pas amusant, c'est chiant. Moi j'aime bien la pub, j'aime bien le marketing, j'ai bossé un peu dedans donc ça me fait plaisir. J'adore utiliser ces méthodes-là sur mon univers, mais je comprends que ce soit vraiment c'est casse-burne. Mais pour le coup, c'est indispensable si on veut espérer, ne serait-ce qu'avoir une toute petite fanbase de gens qui lisent notre bouquin. On n'a pas le choix, il faut se mettre là-dessus, quoi. Je suis bien d'accord avec toi et je trouve qu'en plus, souvent, le blocage qu'on voit un peu chez les auteurs comme ça, c'est juste le fait d'effectivement oser parler du fait qu'on a un bouquin, qu'on l'a écrit et qu'on peut l'acheter et qu'il y a des trucs super cool dedans. Enfin, effectivement, un peu une dimension de l'argent là qui est pas forcément très agréable, je pense, quand on commence à se lancer dedans. Puis après, comme tu dis, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Il y a de ça, puis il y a aussi un autre aspect aussi qu'on pense pas toujours, c'est que dans notre tête, écrire un bouquin c'est génial, c'est un truc incroyable, et pour nous, toutes les têtes vont se tourner vers nous quand on va le dire, tout le monde va s'y intéresser, etc., etc. Alors que le truc c'est que, effectivement, dans notre entourage, des gens qui écrivent pas, oui, ils vont trouver ça fou, mais quand tu postes sur Instagram, dans notre communauté à nous, de gens qui lisent, qui écrivent, etc., en fait tu te rends compte que c'est banal de publier un roman. Ça arrive tout le temps, tous les jours. Du coup, il y a plus ce truc, waouh, putain, il a écrit un bouquin, faut que je vois ce que c'est, etc. Non, t'es en mode, un plus, bah cool, franchement, tant mieux pour lui. Mais tu passes à la suite parce que ça arrive tout le temps. Du coup, ça suffit plus en fait de dire, bah voilà, bonjour, j'ai sorti mon roman, allez le voir. Malheureusement, tu vois, j'aimerais bien que ça se passe encore comme ça. Malheureusement, tu peux plus maintenant attirer les gens. Je vaux le coup, venez voir. C'est difficile. Mais effectivement, en plus, moi, en me baladant dans les salons du livre, et typiquement les salons autour de l'imaginaire, parce que c'est quand même un peu les meilleurs, ouais. Petite blague à part. Ouais. Mais, non, mais oui, je suis d'accord. Je vois aussi moins ce genre de fantaisie un peu classique, justement parce que je pense qu'aujourd'hui, si j'étais un éditeur, je me dirais oui, bon, il y en a beaucoup des romans de fantaisie un peu classiques, donc dès que je peux mettre en avant quelque chose d'original, peut-être je le fais, enfin je leur jette pas la pierre, clairement. Mais du coup, l'effet, c'est effectivement quand on se balade dans un salon, on se dit, mais du coup, il y a des romans de fantaisie, un peu high fantasy dans ce salon, ou il y a que des trucs un peu loufoques, originaux, quoi. Bah écoute, je peux pas trop répondre à cette question parce que les salons, je les vois juste sur internet, je fous pas les pieds en salon. je fous à peine les pieds dehors chez moi, donc en salon c'est compliqué. Mais un jour, j'aimerais bien tenter l'expérience, tu vois, d'aller en salon, de voir un petit peu comment ça se passe, mais ça me fera une vidéo sur la chaîne YouTube. mais compter les romans de high fantasy du salon. Non, mais effectivement, oui, comme tu l'as dit, ouais, les salons de l'imaginaire, c'est les meilleurs en termes d'ambiance, en termes visuellement, c'est les plus beaux. Donc c'est clair que ouais, j'aimerais bien un jour, ne serait-ce que visiter pour voir un petit peu comment ça se passe, ouais, de ouf. Et du coup, ce qu'il y a derrière ça, c'est effectivement, alors de plus en plus dans les salons quand même, ou en tout cas de l'imaginaire que je connais, il y a une place qui est donnée aux auteurs indépendants, comme tu dis, ou auto-édités, ouais, ou moitié auto-édité, moitié publié, enfin ça peut être un peu pas mal de choses. Et du coup, toi, t'as choisi l'indépendance. Pourquoi ? Ouais. Principalement. Alors au début, je voulais aller en maison d'édition. C'était parce que je ne connaissais pas l'auto-édition. Le seul truc que je connaissais de l'auto-édition, c'est qu'on m'avait dit ouais, mais c'est cher, tu vas débourser de l'argent. Alors qu'en vrai, non. Ils ont confondu avec. On confond d'ailleurs souvent avec la maison d'édition à compte d'auteur. Ouais. Ce qui est totalement différent pour le coup, mais effectivement là oui. En fait, le compte d'auteur, c'est de l'auto-édition, mais tu payes. Contrairement à l'auto-édition basique. Paye cher. Ouais, grave. Et quand j'étais tombé sur un documentaire sur YouTube un jour, comme ça, qui parlait d'auto-édition chez Amazon. Je tombe là-dessus, je le regarde en me disant non, mais moi de toute façon je vais aller en maison d'édition, etc. Je voulais aller chez Brajlon d'ailleurs à l'époque parce que je ne connaissais que cette maison d'édition. En librairie, elle est partout, donc ouais, mais j'y connaissais rien, tu vois. Je la voyais en librairie, Milady, tout ça. Je me dis vas-y, je vais aller chez eux.
Et du coup, je regarde ce documentaire sur l'auto-édition et je le trouve vachement cool et je trouvais ça trop bien en fait de me dire la personne qui a là dans le documentaire, elle a publié son livre toute seule et genre elle peut le commander genre la version brochée. En fait, moi je pensais que l'auto-édition c'était que numérique et du coup c'était pas intéressant pour moi parce que je voulais vraiment le brocher entre mes mains et je vois qu'en fait non, tu peux avoir le broché. Et dans ma tête, j'ai pété un câble. Je me dis, mais attends, mais comment ça on peut avoir un broché entre nos mains juste de notre propre fait? Comment c'est possible? Et du coup, en fait, après, à la fin du reportage, j'avais pris ma décision. Je voulais aller en auto-édition. Clairement, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quand je voyais ce qu'on pouvait faire avec ça, je me suis dit, c'est mort, je veux faire ça. Je vais me débrouiller. J'avais déjà des compétences en infographie, en montage vidéo, donc je savais que je pouvais gérer un petit peu le côté promotionnel de ça. Et je me suis dit, vas-y, let's go, on y va, on tente. Et c'est un vrai bonheur, en vrai, parce que tu t'occupes de tout le bateau, tu vois, t'es l'équipage, tu pilotes, tu récures les casseroles, tu récures le pont, tu déploies la voile. C'est trop bien, moi j'adore ça. Donc rien que pour cet aspect-là, je voudrais jamais retourner en arrière. Après, c'est pas non plus une sinécure, hein. C'est compliqué, des fois on a envie de tout arrêter, tous les jours même. Mais en vrai, c'est un putain de plaisir. Dans l'absolu, c'est un plaisir. J'aime bien que tu soulignes quand même qu'effectivement, on a parfois sur les réseaux l'impression que l'auto-édition c'est la voie facile avec des guillemets, parce qu'une maison d'édition c'est dur. Mais je suis d'accord avec toi, faut pas oublier que l'auteur auto-édité, il est l'auteur, l'éditeur, le marketeur, le graphiste comme tu dis. Enfin, faut quand même, je dis pas qu'il faut avoir ces compétences-là dès le début quand on se lance et qu'il faut un master en communication et tout ça. Mais clairement, il y aura beaucoup à apprendre sur le tas et c'est un peu quelque chose qu'on a tendance à un peu oublier quand on parle d'auto-édition. Et après, ouais, tu t'étais pas obligé d'avoir ces compétences, tu peux t'entourer de gens qui ont ça, tu vois. Moi, j'ai choisi de faire ça tout seul parce que j'aime bien faire les choses moi-même et j'aime bien apprendre aussi tout ce qu'il y a autour de ça, donc moi ça me plaît. Mais tu peux aussi t'entourer, évidemment, c'est pas la honte, évidemment. En fait, oui, les gens pensent effectivement que l'auto-édition c'est simple parce que concrètement, ce que tu fais, c'est que tu envoies ton PDF à Amazon et Amazon, c'est bon, il le publie, tu vois. Dans la tête des gens, c'est ça, et c'est vrai quelque part. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que une maison d'édition, typiquement, elle a déjà un pied dans le milieu, elle a déjà un public, elle a déjà une place dans les librairies. Enfin, quand elle publie quelque chose, on le sait, on le voit. Ce qui n'est pas le cas d'un auteur auto-édité, qui n'a pas de communauté, qui démarre avec rien. Donc la plus grosse difficulté, c'est de se construire le public pour qu'il puisse nous connaître. C'est ça en fait qui est ultra compliqué. Donc écrire c'est bien, mais arriver à vendre c'est mieux. Et malheureusement en auto-édition c'est le plus difficile, c'est de se faire une place là-dedans quoi. Donc ouais, c'est pas facile du tout. D'ailleurs je le vois très bien et on le voit, moi j'ai plein de collègues auto-édités qui ont énormément de mal à communiquer sur les réseaux, ils arrivent à peine à faire genre 2 ventes dans le mois, tu vois, et ils le vivent mal, ça les saoule et tout, et ils arrivent pas à se lancer dans le truc de la com, du marketing, parce que c'est pas leur truc, ils y connaissent rien, et c'est normal, c'est pas leur job. Mais voilà, et il faut un petit peu essayer de s'y intéresser un minimum pour voir un petit peu comment au moins comprendre un peu les codes des réseaux sociaux et essayer de se les approprier, et essayer de faire des trucs, de se lancer, parce que tu peux pas rester comme ça à faire 2 ventes dans le mois et ensuite te plaindre et pas essayer d'arranger le truc. Je peux comprendre hein, évidemment la frustration que ça peut engranger, mais si tu veux vraiment choisir l'auto-édition, t'es obligé d'être un couteau suisse, t'as pas le choix. T'es obligé d'apprendre. Même si tu veux t'entourer avec des gens, que tu veux déléguer des trucs, évidemment, mais t'es obligé d'avoir des bases au moins sur chaque aspect de l'édition. Sinon, t'es mort. T'en sors pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ça m'évoque pas mal de choses, tout ce que tu viens de dire, mais avant ça, j'ai en plus envie d'insister un petit peu sur un truc, c'est que tu dis les maisons d'édition, elles ont une base, ça c'est tout à fait vrai, mais pas toutes, et même celles qui ont une énorme base, typiquement moi j'ai un bouquin qui est publié aux éditions First, alors c'est un truc de développement personnel, il est dans toutes les librairies de France. Mais avec tous les bouquins qui sortent dans toutes les librairies de France, et la maison d'édition, elle a fait un post Insta, et bisous. Alors et en vrai, selon ta maison d'édition, souvent tu dois aussi, toi, communiquer, on va dire, bon alors clairement ça n'a rien à voir avec l'auto-édition, je suis bien d'accord avec toi, mais en plus, comment dire, on a l'impression que du coup par contre en maison d'édition, ça va bien se passer, mais souvent, c'est quand même un peu mieux, toi aussi, si on se penche sur le côté, peut-être qu'en tant qu'auteur, je peux aussi communiquer, même si je suis publié en maison d'édition, tu vois. Alors je suis carrément d'accord avec ça, on va en parler vite fait du coup, parce que sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une toute petite série de vidéos avec les book trailers, je sais pas si tu les as vus, où en fait avec la communauté, on va sur des chaînes YouTube de maisons d'édition et on juge la qualité de leurs book trailers. C'est catastrophique.
Vraiment, ils savent pas communiquer sur Internet. C'est vraiment des gros boomers. Ils savent, à part Facebook, ils savent pas utiliser Instagram, ils savent pas utiliser YouTube. C'est désastreux, vraiment, c'est horrible. Et du coup, on se fout de leur gueule parce que on se fout de la gueule des grosses maisons d'édition comme par exemple qui achètent ses vues sur ses book trailers. C'est absolument scandaleux. Typiquement, tu vois, pour des book trailers qui sont faits à la pisse. Et en vrai, on a fait ce constat-là avec les gens, c'est qu'effectivement, être en maison d'édition, c'est bien parce que c'est bien sur le plan physique, parce que du coup, en salon, t'as la certitude de pouvoir y être, t'es en librairie, tu peux être partout, mais sur Internet, c'est compliqué parce que si la maison d'édition elle pue la merde en communication sur le net, du coup c'est comme si t'étais en auto-édition et c'est toi qui vas te démerder. Et il y a beaucoup de maisons d'édition moyennes, petites, qui délèguent ça justement à leurs auteurs en mode bah écoutez, débrouillez-vous un peu pour faire votre communication, alors que non, c'est votre boulot à la base. Par exemple, genre, je sais pas si tu les connais, Ah, je connais pas. mais voilà, c'est des maisons d'édition qui continuent de vendre des bouquins comme il y a 50 ans. C'est-à-dire de manière standard, classique, tu vas en librairie, tu l'achètes, point. Alors qu'aujourd'hui, les gens, ils achètent sur Amazon, ils achètent en ligne dans toutes les boutiques, ils se déplacent quasiment plus. Donc il faut être sur les réseaux sociaux, il faut proposer des trucs, il faut proposer des concepts pour attirer un nouveau public, il faut un petit peu innover, tu vois, il faut arrêter de vivre comme il y a 50 ans. Mais ça, les maisons d'édition, elles ont beaucoup de mal à l'accepter, elles ont beaucoup de mal à tolérer les réseaux sociaux, pour elles c'est juste, ouais vas-y on met un post et ça va suffire, alors que pas du tout, ça marche pas comme ça. Tiens par exemple, je crois que c'est... ils ont un truc assez bizarre sur leur book trailer, pour vendre leur bouquin, ils cochent la case YouTube Kids. YouTube Kids, en gros, c'est quand tu fais une chaîne YouTube dédiée aux enfants, mais exclusivement aux enfants. Ça veut dire que t'es interdit de commentaires, c'est pas du tout mis en avant, pour les protéger justement. Mais voilà, c'est réservé aux enfants. Et eux, en fait, ils cochent cette case parce qu'ils pensent que YouTube Kids, ça veut dire ouais, c'est bon, les enfants peuvent regarder. C'est genre tout public. Sauf que, tu vois, c'est une erreur de merde, mais ça, du coup, ça te coule complètement ta promo, parce que le book trailer, il sera pas du tout mis en avant. Et tu peux même pas commenter dessus. Et du coup, là, ils savent pas utiliser les réseaux sociaux, et il faut vraiment qu'ils trouvent une formation pour ça. Toutes les maisons, en vrai, elles devraient passer par là, parce que en 2023, c'est impossible de se dire « Non, mais vas-y, on reste que sur Facebook maintenant, c'est bon. » Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors C'est compliqué. à la décharge de certaines maisons d'édition, on ne parle pas de tout le monde, bien sûr, il y en a qui s'en sortent. Non, bien sûr. Mais Non, c'est vrai qu'il y a, je suis d'accord avec toi, il y en a où tu dis, mais c'est quand même fou parce qu'ils ont les moyens, quoi. À la limite, la petite maison où il y a une seule personne qui est éditeur, je pense aux Forges de Vulcain, etc. Il y a des maisons d'édition où carrément la personne de la maison d'édition, c'est une personne. Bon, là, effectivement, on se doute qu'elle n'a pas forcément tout ce temps, mais c'est vrai que par contre, quand tu vois des maisons d'édition professionnelles qui ont pignon sur eux et tout, tu te dis, mais écoutez, renseignez-vous un peu, je suis d'accord avec toi. Ah non, mais il y a d'autres maisons qui sont hyper présentes sur les réseaux sociaux, qui créent des communautés de lecteurs, Instagram, je pense à Charleston, là, comme ça, mais il y en a d'autres, et clairement, bon, voilà, on met pas toutes les maisons dans le même panier, mais je suis tout à fait... Non. J'avais par contre, moi, pour l'anecdote, en gros, j'ai regardé des vidéos des book trailers que tu fais sur YouTube, et dans ma tête, c'était pas des maisons d'édition, enfin... Je me souvenais que c'était tellement nul, je me suis dit, bon, bah, ça devait être de l'auto-édition, enfin, je sais pas. J'avais zappé que c'était The Maison, en plus. En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas le moyen vraiment de savoir si les book trailers en question ont été faits par les auteurs ou par les maisons d'édition. Mais moi, dans tous les cas, je trouve ça scandaleux qu'une maison d'édition tolère ce genre de choses pour l'image de son auteur. Et qu'il l'accepte en mode, ouais, c'est bon, t'inquiète, vas-y, ça passe, c'est professionnel. Pas du tout. En fait, la maison devrait refuser ça catégoriquement et dire, non, mais c'est bon, on va engager quelqu'un. Effectivement, t'as raison de le dire, on met pas tout le monde dans le même panier. Moi, j'attaque principalement les grosses comme par exemple, qui communiquent vraiment de manière horrible sur Instagram. Genre les vidéos qu'elle poste, c'est vraiment monté à la piste, c'est scandaleux de proposer ça. Et évidemment, les petites maisons d'édition, voilà, elles n'ont pas forcément beaucoup de moyens non plus. Mais elles vont apprendre au fur et à mesure, c'est normal, tu vois, il y a un temps d'adaptation et tout. Mais les grosses maisons, elles ont aucune excuse parce que, tu l'as dit, elles ont les moyens de faire ça. Elles ont les moyens d'engager des gens compétents pour gérer au moins leur réseau. Au moins ça, tu vois. Genre, n'importe qui en 2023, maintenant qui a grandi avec Instagram, se ferait un meilleur taf que eux. Donc, c'est scandaleux à ce niveau-là. Après, bon, par exemple, ils ont pas... En vrai, je crache sur eux, mais ces gars, ils ont pas besoin de ça en vrai pour faire des ventes, tu vois. Oui, voilà, ils mettent leur énergie ailleurs, on va dire. Voilà, mais bon, ça fait chier de voir ça, quoi, ça fait chier. On parle beaucoup des réseaux sociaux. Tu dis beaucoup les réseaux sociaux. Pour moi, comment dire, le conseil que je donne souvent aux auteurs qui sont tout intimidés, qui savent pas par où commencer, qui voient que Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, c'est des codes complètement différents, je leur dis, bah, commence peut-être par un. T'as commencé par lequel, toi?
J'ai commencé par Facebook. Pour les dossiers, Attends. attention. Ah mais attends, bah en fait ouais, parce qu'à l'époque je savais pas du tout qu'il y avait une communauté de gens qui lisaient des livres. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais je savais pas qu'il y avait ce noyau-là de gens vraiment accros aux bouquins. Et du coup j'avais ouvert ma page Facebook Mardas machin là, et je me souviens, j'essayais d'intégrer un peu des groupes d'auteurs, de lecteurs, etc. Mais je me rendais compte qu'en fait dans ces groupes-là, c'était plutôt la course à celui qui va faire le plus vite sa pub. Genre tous les posts, c'était que des pubs. Et personne commentait en fait, personne réagissait à ces posts, c'est vraiment tu parles à un mur, littéralement le mur Facebook. Et je trouve ça pas très intéressant, et je me souviens un jour, j'ai voulu faire mon tout premier concours sur Facebook pour gagner mon bouquin. J'avais fait un beau visuel et tout, vraiment un truc très carré, très propre, et j'avais acheté de la pub auprès de Facebook pour pouvoir la diffuser, tu vois. Et ça marche pas, des masses, j'ai pas beaucoup de commentaires, et en fait le peu de commentaires que j'ai, c'est des Jacqueline, des Gérard, etc., etc. Et j'ai une Jacqueline, effectivement, dans les commentaires, qui a dit « Attention, c'est une arnaque !» Et j'étais blasé, en fait. Je me dis « Mais pourquoi je suis venu là, en fait? Pourquoi je reste là? C'est clairement pas mon public et tout. » Parce qu'elle croyait que, tu sais, avec les iPhones, que tu fais les arnaques avec les iPhones, etc., que tu fais gagner sur Facebook, elle pensait que c'était ça. Mais Jacqueline, réfléchit 2 minutes, c'est un livre, c'est un roman, et en plus, c'est le mien. Genre, il est où l'intérêt pour moi, là? Donc vraiment zéro. Donc quand j'ai compris en fait que Facebook c'était pas du tout ma plateforme, c'est pas en fait le public que je visais, du coup je suis allé sur Instagram et j'ai découvert là en fait le Bookstagame. Le Bookstagram, Quand même j'ai un peu découvert mieux. ça. Ouais, j'ai découvert ça et je me suis dit waouh mais c'est trop bien, vas-y. Et j'ai commencé un petit peu à follow des gens à droite à gauche pour essayer de m'imprégner un petit peu de tout ça. Je suis entré en contact avec eux, j'ai un petit peu discuté, apprendre un petit peu à connaître ce qui se passait dans cette bulle. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai creusé mon trou là-dedans, je me suis fait ma petite place. Et puis j'ai commencé à avoir mes premières vraies chroniques sur Mardas, sur mon premier bouquin. Et ça a commencé là, quoi. Et d'ailleurs, ouais, on n'en a pas spécialement énormément parlé, mais on va pas revenir sur les maisons d'édition qui font pas forcément bien leur boulot. Mais typiquement, quand tu parlais du fait qu'aujourd'hui les auteurs font différemment et qu'ils vont sur les réseaux sociaux pour voir et tout, les auteurs aussi aujourd'hui ils lisent les avis qu'il y a sur le bouquin. Oui, Chose que les maisons d'édition, parfois effectivement, ont l'air de s'en foutre un peu. Alors que un petit peu, clairement, oui. les auteurs auto-édités indépendants, c'est important comme tout. Qu'on soit d'ailleurs en maison d'édition ou pas, c'est important. Et typiquement, Instagram, ça permet de récolter, on va dire, des avis, de faire la pub des avis sur notre bouquin. Enfin, c'est un réseau que je trouve super C'est ça. intéressant pour ça. Et pour faire une petite transition avec mes questions d'après, Instagram, un truc qui nécessite quand même moins d'investissement temporel, je pense, que YouTube ou Twitch, par exemple. Ah oui, Instagram, ouais, à l'époque, je postais un truc, je sais pas, je postais 2 fois par semaine, mais c'est une photo, tu vois. C'est une Ah bah, photo, tu prends 5 minutes, 10 minutes pour écrire le texte, c'est bon, c'est plié, tu vois. Alors que YouTube, c'est clairement pas le même game. Surtout que moi, en plus, j'adore le montage vidéo et franchement, je prends soin de mes vidéos. Je passe beaucoup de temps dessus. Donc forcément, je mets 1 semaine pour sortir une vidéo parce que il y a l'écriture, il y a le tournage, il y a le montage. Et le montage, selon la vidéo, ça peut prendre une 20aine d'heures. Donc c'est très très long. Et c'est pas le même rendement, mais... mais toi, tu t'es lancé sur YouTube. Ouais, mais en fait, tu sais, j'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube depuis toujours, sauf que j'avais pas de concept. J'avais les compétences pour faire du montage vidéo, mais j'avais pas de concept et c'était ultra frustrant de voir qu'il y avait plein de YouTubeurs qui sont devenus super connus maintenant, mais qu'à l'époque ils débutaient, je voulais trop faire comme eux et tout, mais j'avais pas le concept et ça me rendait fou. Et puis quand j'ai commencé à l'écriture Mardas, tout ça, quand j'ai commencé à le publier, je me suis dit, ah putain, en vrai, je pourrais carrément faire un truc là-dessus, quoi. Même si ça décolle pas de ouf, mais au moins ça me permettrait de faire un petit peu de montage et ça fera de la pub. Et j'ai sorti ma première vidéo avec le téléphone, avec un vieux fond vert dégueulasse, il y avait même pas de micro, c'était le truc de mon téléphone, c'était pourri. Mais j'avais kiffé faire ça en vrai, et c'était génial. Et ouais, clairement, YouTube c'est devenu ma plateforme préférée pour créer du contenu avec Twitch. Twitch c'est ma seconde, mais Twitch ça demande beaucoup moins d'efforts que YouTube. Et Twitch, tu y es depuis plutôt 1 an, j'ai Oh, l'impression. YouTube, ça fait plusieurs années, non? Enfin, Twitch ça va faire 2 ans je crois, ah ouais, ouais là ça va faire 2 ans là dans quelques mois. incroyable. Et YouTube, ouais, j'y suis depuis 2018, du coup, depuis la sortie de Mardas, le premier tome. Mais j'ai commencé, en fait, j'ai commencé YouTube en 2018, mais je postais une vidéo tous les 6 mois parce que je trouvais pas ça non plus ultra important d'être sur YouTube. Je voulais juste me concentrer sur Instagram à la base.
Parce que YouTube, bah, il n'y avait pas la communauté Booksta. Le Booksta, il est sur Instagram. Donc je restais sur Instagram. Mais je crois que c'est été 2019. En fait, je sais pas, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de me focus uniquement sur la chaîne YouTube. J'avais acheté plein de nouveaux matos, des caméras, des micros, des projecteurs, etc. Et je voulais vraiment me focus là-dessus. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à publier une vidéo par semaine. Maintenant, ça s'est espacé à une toutes les 2 semaines avec le bouquin qui s'est greffé au milieu. Mais maintenant, ouais, j'essaye d'être le plus consistant possible. Parce que YouTube, maintenant, ça a dépassé Instagram. C'est devenu ma plateforme principale. Avant, Instagram, c'était la plateforme où j'avais le plus d'abonnés. Maintenant, c'est devenu YouTube. Donc, je reste sur YouTube. Voilà, c'est mieux. Et puis, clairement, on voit que sur YouTube, tu t'éclates. Ouais, c'est rigolo. On voit que ça te plaît. Alors, c'est sûr que voilà, je trouve qu'il faut quand même être, bon, alors pas forcément compétent, mais en tout cas intéressé, etc. Parce que comme tu le dis, ça demande énormément de temps. Ouais. Je pense que ça paye aussi parce que j'avais vu une fois un espèce de graphique sur, tu vois, alors le taux de rétention, c'est assez moche, mais en tout cas, comment tu vas impacter les gens. Et effectivement, un post Instagram, tu vois en 1 seconde, alors que regarder une vidéo YouTube de 15 minutes, régulièrement, en plus toutes les 2 semaines, je trouve que c'est aussi un bon moyen de créer une communauté solide. Donc j'ai envie de dire que c'est quand même un bon plan aussi, même si effectivement, il faut, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais ça paye aussi. Bah, ça crée aussi un lien particulier avec le viewer. Un post Instagram, c'est juste du texte, c'est une photo, et ensuite, voilà, comme tu l'as dit, tu restes 1 minute dessus, tu passes à la suite. Alors qu'une vidéo YouTube, effectivement, tu crées une espèce de lien avec le viewer qui a l'habitude de t'entendre, de te voir bouger, lui parler les droits dans les yeux. Donc il y a un truc qui se crée par rapport à ça. Et c'est effectivement, ouais, YouTube, ça m'a permis à beaucoup de gens de me découvrir et de découvrir après mon travail. En fait, c'était ça ma strat de base. C'était, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, il faudrait que je m'entoure de créateurs de contenu qui ont beaucoup d'abonnés pour pouvoir utiliser Mardas et qui ait de la visibilité. Mais je voulais pas être ce mec qui vient gratter, tu vois. Bonjour, j'aimerais bien une petite pub s'il vous plaît. Surtout qu'en plus je suis pauvre, j'ai pas les moyens de payer, tu vois. Donc j'étais en mode s'il vous plaît. Je voulais pas être ce genre de mec. Donc je me suis dit, ok, je peux pas demander aux créateurs de contenu, donc je vais devenir mon propre créateur de contenu et créer ma propre visibilité. Et je vais me démerder tout seul avec ça. Et bah, franchement, alors à ma petite échelle, faut pas non plus abuser, mais à ma petite échelle, je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sorti. Je suis très fier de ce que j'ai accompli jusqu'à présent. On est encore loin de mes objectifs, mais je suis très content de ce que j'ai fait. Et maintenant, je peux limite affirmer que j'ai une toute petite visibilité, mais elle me permet de mettre en avant mon travail. Et il y a plein de gens qui tombent sur mes vidéos YouTube, sur le Deep Web littéraire notamment. Franchement, tu serais surprise de voir le nombre de gens qui me découvrent avec ça et qui derrière achètent Mardas. Ah mais ça m'étonne pas, clairement. Alors qu'en fait, ça n'a aucun rapport. Ça n'a pas forcément de lien, voilà. Alors on va peut-être dire 2 mots sur ce qu'est le Deep Web littéraire, je te laisse plaisir pour expliquer à nos auditeurs ce que c'est. Ok. Alors le Deep Web littéraire, c'est une série de vidéos que j'ai commencé il y a maintenant 3 ans, je crois, 2-3 ans. En gros, l'idée de base, c'est que je trouve un bouquin dans les bas-fonds d'Amazon, vraiment le genre de truc érotique, avec des monstres, avec des dinosaures, avec des reptiles, avec ce que tu veux. Et en fait, je fais une vidéo là-dessus. Je fais pas une review complète. Je lis le bouquin à la caméra, je réagis dessus, je fais des blagues dessus, je fais des sketchs dessus. Il y a beaucoup de montage, beaucoup de mise en scène. Et je remplace tous les mots vulgaires par une voix synthétique qui remplace par un mot au pif du dictionnaire. Ce qui rend certaines scènes complètement absurdes, plus qu'elles ne sont déjà. Et en gros, voilà, j'ai fait cette série de vidéos-là qui plaît beaucoup aux gens. Et étonnamment, il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert grâce à ça et qui ensuite ont vu les autres vidéos, ont vu ce que je faisais vraiment et s'y sont intéressés, m'ont rejoint sur les live Twitch et ont acheté Mardas. Donc moi, à partir de là, je considère que le Deep Web littéraire, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça devient un projet marketing pour communiquer sur Mardas quelque part, tu vois. Ça n'a rien à voir, mais je m'en sers pour promouvoir mon taf. Du coup, tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est une pub déguisée. Je suis une pub ambulante pour mon travail, mais ça marche, tu vois. Ça marche de ouf, donc je continue. Ouais, et puis, alors pour le coup, moi je t'ai pas découvert grâce au Deep Web littéraire, mais j'ai découvert grâce à ta chaîne YouTube, grâce à d'autres vidéos, je sais plus exactement lesquelles. Merci. Et clairement, par contre, voilà, j'ai pas eu ce plaisir-là de tomber direct sur un truc avec les rapports et tout, heureusement. Mais bon, blague à part, c'est très rigolo le Deep Web littéraire, regardez ça si vous avez le courage. Ouais. Mais par contre, effectivement, là où tu dis c'est une pub, je suis pas totalement d'accord, mais effectivement, c'est un moyen, comme on dit, de connecter avec les peut-être futurs lecteurs. Ouais. Effectivement, il y a des personnes que ça va pas intéresser, il y a des personnes qui lisent peut-être pas de fantasy, qui se disent bon, je vais peut-être pas forcément acheter un bouquin que je vais pas lire, ça n'a pas de sens.
Mais moi, typiquement, qui suis pas très high fantasy, ça m'avait donné envie d'acheter Mardas, donc c'était fait. Et aussi, on peut avoir un peu l'impression de se dire, mais attends, est-ce que ça a un rapport avec mon bouquin et essayer de chercher tout un tas de connexions et tout, alors que je pense qu'il y a la youtubeuse là, bon, alors, maintenant elle a un peu dépassé ça, mais au début, celle qui s'appelait Aline Dessine faisait des vidéos YouTube diverses et variées, pendant lesquelles elle disait, je fais des dessins, voilà, ça c'est mon activité. Bon, je pense qu'aujourd'hui YouTube est devenu sa source de revenus principale, j'imagine. Mais en tout cas, avant, c'était un petit peu ça. Et elle racontait des trucs qui n'avaient rien à voir avec le dessin, mais ça lui permettait d'avoir de la visibilité aussi. Enfin, faut pas non plus, je pense, trop se bloquer, se dire, alors du coup, il faut que je fasse un truc sur la fantasy, parce que mon bouquin c'est de la fantasy. Toi, tu fais un truc qui n'a plus ou moins pas grand chose à voir, à part que ça reste littéraire avec des énormes guillemets. Et ça suffit à te faire connaître, à te rencontrer, à donner envie de te soutenir aussi, je pense. Ah mais carrément, c'est pour ça que je continue le deep web littéraire, parce que je sais que ça va permettre, en fait ça joue sur ma visibilité, que je le veuille ou non, tu vois, donc rien que pour ça je peux pas cracher dessus. En fait c'est tellement précieux la visibilité aujourd'hui, en 2023, quand tu débutes, quand t'es un tout petit créateur, parce que c'est démoniaque la concurrence à ce niveau-là. On veut tous être dans la lumière et malheureusement on le sera pas tous, donc il faut vraiment le moindre projecteur, on va essayer de l'attraper et on va essayer de le garder sur nous le plus possible. Et je vois que le deep web littéraire, ça marche un petit peu à ce niveau-là. Il y a même Victor Wembanyama qui m'a découvert sur ça, tu vois, le basketteur, putain. D'où il sort? Il m'avait envoyé un message en me disant, ouais, j'adore tes vidéos, mec, continue. Mais mec, qui es-tu? Moi, je le connaissais pas, le mec. Et du coup, il parlait du deep web littéraire. Donc, ça touche vraiment beaucoup de gens. Des gens qui ne lisent pas forcément de livres, juste des gens qui ont juste envie de se marrer, découvrir des trucs absolument abjects. Je crois que le plus bizarre que j'ai lu, c'était Clippy, hein, le petit trombone. Clippy, le trombone de Microsoft, là. Le Covid, la saga du Covid, le Covid qui prend vie, par exemple, c'est absurde. Mais c'est trop drôle. Il faut que les gens découvrent ça, c'est trop drôle. Et pour le coup, c'est assez unique, quoi. Et même si c'est complètement loufoque et tout, en gros, ça te permet effectivement de toucher des gens. Enfin, tu peux avoir des vidéos qui marchent plus. Au final, peu importe, entre guillemets, quelle vidéo marcherait le plus sur ta chaîne, tant que ça permet de te découvrir aussi, quoi, je trouve. Bon, effectivement, tu vas peut-être pas complètement vriller et nous parler d'autres trucs qui n'ont rien à voir, de politique ou je sais pas trop quoi. Mais, non. Mais voilà. Mais par contre, je trouve aussi que faut pas oublier ça, quoi. Faut pas oublier que c'est de la création un peu à tous les niveaux, qu'on a le droit de choisir comment on en parle aussi, quoi. C'est ça ce qui est cool avec le fait d'être indépendant. C'est ça. Et après, le but aussi derrière, c'est de divertir les gens, parce que c'est comme ça que tu les gardes. C'est parce que si tu passes ton temps en fait à parler de ta saga, à faire ta pub constamment en vidéo, c'est chiant. Les gens, ils ont pas envie de regarder une pub de 5 minutes où tu parles de ton univers. Ça y saoule, tu vois. Donc moi c'est pour ça que j'essaie de mettre beaucoup de divertissement derrière, beaucoup de blagues, beaucoup de montages rigolos pour les faire rester, et aussi voilà, pour les faire marrer. Deep web littéraire, ça sert à ça. Même dans les autres vidéos, typiquement quand je fais des espèces de vidéos conseils, voilà, où j'essaie d'aborder des thèmes un petit peu mon expérience. En général, je donne pas des conseils, je parle de mon expérience, comment moi j'ai réussi à faire ça, parce que j'ai pas la prétention de donner des conseils, je me considère pas assez legit pour ça, mais je suis legit pour parler de mon expérience. Voilà. Donc je me sers de ça pour faire ce genre de vidéo. Et pareil, tu vois, j'essaie de mettre beaucoup de blagues là-dedans, de faire rire les gens, parce que c'est beaucoup plus fun à regarder, parce que c'est vrai que la littérature, il y a cette image un petit peu académique, assez coincée, assez élitiste, c'est chiant, c'est pompeux, c'est relou. Et moi, j'ai envie de briser un petit peu ça, parce que c'est pas ce que je suis, moi, et quitte à faire des vidéos, autant y mettre ma personnalité à fond. Et je sais que là, il y a plein de gens qui m'ont dit que la plupart des chaînes YouTube comme ça, tu vois, de littérature, c'est souvent des gens qui suivent d'ailleurs la bibliothèque, et ça devient un petit peu redondant, c'est un petit peu, même si la personne elle est adorable, c'est vrai que des fois c'est un petit peu plat, etc. Et du coup c'est vrai que moi je voulais pas renvoyer cette image là, je voulais moi aussi j'ai envie de dire merde, cul, bite, je vais le faire, tu vois, je vais pas me priver, et je sais que ça plaît aux gens, ce truc d'où je me retiens pas, genre je dis vraiment les choses telles que je les pense. Et ça marche en fait. C'est ça le conseil que j'ai envie de leur donner, c'est que soyez vous-même, putain. Soyez vous-même. Si vous êtes vulgaire, soyez vulgaire. Si vous l'êtes pas, le soyez pas, vous forcez pas. Mais vraiment, allez-y à fond, parce que c'est ça qu'on a envie de voir. Quand on suit un créateur de contenu, on le suit pour sa personne. Et après, le contenu, il vient derrière. Alors en général, ça dépend. Mais je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu que je suis parce que je les kiffe. Ils sont adorables, ils sont trop drôles, ils sont gentils, et j'aime ce qu'ils font. Et il y en a qui vont faire la même chose que eux, mais du coup je vais pas accrocher parce que leur personnalité elle est un peu moins, tu vois, j'apprécie moins. Donc vraiment la personnalité elle joue beaucoup là-dedans.
C'est pour ça, vraiment, foncez les gars. Si vous avez envie de partir dans des délires, allez-y, c'est tout ce qu'on demande. Oh oui. Alors sur ce plan-là, du coup, Twitch c'est différent parce que là on te voit vraiment, entre guillemets, justement. Alors pour le coup c'est pas différent, on te voit sans filtre aussi. Donc, je trouve que Ouais. c'est encore mieux pour se rapprocher de la personnalité de quelqu'un. Entre guillemets. Je ne ferai aucune. Voilà, fin de cette partie-là. Mais du coup, comment dire? Pourquoi tu t'es lancé sur Twitch aussi en plus de YouTube? Je voulais pas me lancer sur Twitch à la base parce que je me considérais assez mauvais en live. J'avais trop peur d'être nul, de pas savoir animer pendant des heures un truc. J'avais peur de ça. Et puis un jour, je me suis dit, bon, ouais, vas-y, tu sais quoi, je vais en faire un seul. Vas-y, on verra comment ça se passe. J'en ai fait un en me disant, on va être 5 sur le live, donc ça sera moins gênant. Et en fait, non, parce qu'il y a Christelle Le Bailly, je pense que tu vois qui c'est. Christelle Le Bailly qui m'avait raid ce soir-là et qui m'avait amené toute sa communauté sur mon stream. Et je me suis retrouvé du coup devant 30-40 personnes, 50, devant mon premier live quoi. Et c'est d'animer. Et en fait, bah, j'y ai pris goût parce qu'il y a plein de gens qui m'ont découvert là-dessus, qui se sont abonnés. Ensuite, j'ai relancé un live derrière, ça plaisait, etc. Alors, je faisais pas encore de coworking à cette époque-là. Je faisais juste du just chatting, on parlait, etc. Je sais aussi que ah oui, j'avais commencé à faire mes enregistrements de livres audio en live. Je m'en souviens qu'on avait commencé à faire ça. On refera sûrement d'ailleurs. Mais ouais, en fait, j'ai vachement pris goût au live. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le fait d'être au contact directement avec les gens, parce que c'est vrai que répondre par des commentaires interposés, au bout d'un moment, ça me saoule, tu vois. Il y a beaucoup de commentaires YouTube, malheureusement, où je me dis il faut que je réponde et j'oublie. C'est relou d'ailleurs. Mais et là Twitch, c'est instantané, tu vois. Je vois le commentaire, je réponds direct, bam, c'est fini. Et j'adore ça en fait. J'adore pouvoir partager un moment avec la communauté. Et ouais, je kiffe quoi. Je kiffe. Donc par accident aussi, mais. Ouais, mais totalement, ouais. C'est fou. C'était pas prévu que j'en fasse d'autres, juste un. C'est vrai, j'avais oublié, parce que pourtant tu avais dit c'était le live, il me semble, quand t'en avais parlé sur YouTube. Et en même temps, je suis assez d'accord avec toi, je trouve que c'est aussi un moyen. Alors, c'est sûr que peut-être que c'est même le plus dur quand on hésite entre les réseaux. Bon, Twitch, ça implique vraiment de se montrer en live, d'animer un live. Bon. Ah ouais. C'est voilà. Compliqué comme exercice quand t'as pas l'habitude. Ouais. Quand on est aguerri des réseaux comme toi et moi, je pense, même le fait de parler, de faire bon, je sais pas si tu faisais des stories, je suis pas sur Insta, je me souviens pas spécialement très bien. Mais en tout cas, même voilà, le fait de se lancer sur Twitch, il y a quand même une marche à sauter. Mais effectivement, par contre, après, comme tu le dis, c'est un bon moyen de discuter avec sa communauté. Et c'est ça qui est important finalement au travers de tous ces réseaux-là, c'est de connaître plus de gens, de se faire connaître, de créer du lien. Et moi, ça m'a vraiment permis à ce moment-là de créer une vraie communauté autour de mon travail, de ce que je fais et tout ça. C'est grâce à Twitch. YouTube, je l'avais déjà, mais vu que YouTube, tu vois, tu discutes pas forcément avec les gens, c'est juste t'es par des commentaires, tu vois, donc il y a pas vraiment de vraie interaction. Twitch, ça m'a vraiment permis de créer beaucoup de liens avec beaucoup de gens qui me regardaient déjà depuis pas mal de temps. Et du coup, là-dessus, on s'est rejoint sur le serveur Discord, on a créé plein de trucs, et maintenant, on est vraiment une communauté au même titre que les miettes de chez Christelle, les Carvillou de chez Karine Carville, ou les meules de chez Charlie, November. On est vraiment une toute petite communauté, et je trouve ça génial, mais sans Twitch, j'aurais pas pu faire ça, clairement. Donc là-dessus, aucun regret. C'est génial. On pourrait encore en parler longtemps, je pense, mais je vais essayer de... Oui, vas-y, pardon, je parle beaucoup, désolé. Non, mais pas de souci, au contraire. Le truc que je voulais dire aussi, que je trouve intéressant, c'est qu'en plus, à travers ces live Twitch, on montre aussi les coulisses de la vie d'auteur. Et que quand on est un potentiel lecteur, alors effectivement, les coulisses mouvementées parfois, en tout cas, quand on est un potentiel lecteur, on a un peu l'impression de faire partie du bouquin parce qu'on a suivi un peu les lives, par exemple. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est génial avec Twitch, qu'on n'a pas vraiment beaucoup avec les autres réseaux, à part peut-être un peu les stories Instagram. Mais bon, dans un autre, l'impact n'est pas le même, je trouve. Ah bah carrément, parce que je sais pas si t'as vu la vidéo que j'avais sortie pour mon retour sur YouTube, où j'avais annoncé la fin du bouquin, etc. J'avais expliqué que j'étais passé par une phase très compliquée psychologiquement, mais malgré ça, j'avais quand même continué les live écriture. Donc en fait, toute ma commu, elle a suivi cette étape-là, elle m'a vu mettre le premier et le dernier point du bouquin. Elle a assisté à tout ça, effectivement, ouais, tu participes au bouquin d'une manière indirecte, tu vis le truc aussi à ta façon, et à la fin, c'est clair que je vais les remercier dans le bouquin, et évidemment, ça coule de source, mais ouais, ils vivent le truc avec moi, et c'est unique, c'est trop bien, c'est génial, tu vois, de faire vivre ça avec les gens, partager ça avec les gens, c'est trop bien, clairement.
Donc clairement, si vous hésitez avec Twitch, syndrome de l'imposteur, tout ça, souvenez-vous de ça. Parce que je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, j'écris pas beaucoup, parce que pour le coup, moi, je fais je fais et des lives et des grosses sessions d'écriture aussi où j'ai besoin d'être concentré. Mais alors, il y a un bouquin que j'ai écrit quasiment entièrement pendant mes lives, mais c'est génial, quoi. Enfin, j'ai trop hâte. Ah oui, c'est trop bien. Pour pouvoir dire justement qu'il a été écrit en live avec la communauté, quoi. Ah ouais. On pourrait encore parler pendant très longtemps. J'ai quand même une question qui me tient à cœur, c'est Ouais. le jeune Michael qui se demandait si il allait réussir à écrire sa saga alors que c'était pas un top orthographe et tout ça. Ah, Tu lui dirais quoi aujourd'hui? de pas utiliser Antidote pour corriger son Ah, premier roman. c'est bien ça, je valide complètement. Ah ouais, vraiment de s'entourer là-dessus, à ce niveau-là. Parce que bon, le Michael d'aujourd'hui et celui d'avant, c'est un peu le même, c'est-à-dire qu'il aime bien tout faire tout seul. Mais au bout d'un moment, faut être réaliste. Ok, tu peux tout faire tout seul, mais il y a des trucs, t'es obligé de t'entourer, ne serait-ce que la correction. Obligé, parce que le texte, tu l'as tellement bouffé à toutes les sauces que tu vois même plus en fait les erreurs. Et là, typiquement, il n'y a pas encore longtemps, le tome 1 de Mardas était encore en correction pour te dire à quel point ça m'a suivi ce truc. Et la correctrice, elle m'envoyait du coup ses corrections et je regardais sur le Word. Et en fait, il manquait des mots, mais des tout petits mots, genre un A, un le, un de au milieu d'une phrase. Mais en fait, je les voyais pas. Et même quand elle m'envoyait la correction, j'étais en mode, mais je ne vois pas, je le vois pas, vraiment, je ne le vois pas. Pour moi, il est là le mot. Mais non, il n'y était pas parce que je connais tellement la phrase que mon cerveau il comble automatiquement. Et du coup, voilà, tu peux pas tout voir, c'est impossible, t'es obligé de t'entourer. Donc, entourez-vous les gens, voilà, faites pas les cons, entourez-vous. Ouais, pour prolonger un peu ce conseil-là, ça marche pour l'orthographe, à savoir le biais un peu de notre cerveau, parce que notre Ouais, cerveau, parfois, il veut voir des choses, il veut pas les voir, et du coup, on les voit ou on les voit pas, comme quand on cherche oui. 150 fois ses clés. C'est ça, ouais. Mais ça marche pas que pour enfin, entre guillemets, pas que pour la forme, ça marche aussi pour le fond. Parfois, on connaît tellement notre texte par cœur et on voit tellement plus que notre texte qu'on oublie qu'en fait, c'est pas du tout logique qu'il se passe ça au chapitre 14, vu ce qui s'est passé au chapitre 13, quoi. Ça marche pour tout, en fait. Carrément. Oui, c'est pour ça qu'il faut aussi des bêta-lecteurs, des bêta-lectrices, et ils sont hyper importants. On doit déléguer au bout d'un moment, on doit. Même si on aime bien tout faire, mais pourtant, voilà, moi j'adore tout faire. Vraiment, c'est quelqu'un qui fait tout, qui vous le dit. Ne faites pas tout seul. Vraiment, au bout d'un moment, il faut s'entourer. Donc, c'est très important. Et pour finir sur cet épisode, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça va se passer là dans le futur et dans l'actualité, peut-être pour toi, pour le tome 3 par exemple, ou la suite de la saga? Est-ce que tu as une idée? Alors, le tome 3, comme je te l'ai dit au début, il est en réécriture. Je fais la réécriture en live avec ma communauté, tranquillou. Il partira en bêta lecture tout de suite après. Ensuite, correction. Et j'espère, je croise les doigts pour une sortie début 2024, genre, je sais pas, février, mars, par là quoi. Après ça, je vais essayer de reprendre un peu plus sérieusement les vidéos YouTube, pour ne serait-ce que la promo du bouquin. Je vais essayer de me concentrer là-dessus et je vais surtout travailler sur le livre audio du premier tome de Mardas, que je travaille dessus depuis des années, mais ouais, mais je pensais pas que ça allait me demander autant de travail, autant de temps. Parce que moi, je veux pas juste. Tu sais, j'ai pas la voix de Richard Darbois, tu vois, donc je peux pas me permettre juste de le lire sans rien à côté, tu vois, il faut un peu plus de trucs. Donc, forcément, moi, je veux faire un truc clean, un truc avec des petites ambiances sonores, des voix différentes, des effets, etc., etc. Je veux faire un bon truc. Ça demande du temps. beaucoup de temps. J'ai pas tout ce temps. Donc, je m'occupe du 3e tome, et ensuite, je m'occuperai du livre audio. Et ensuite, un truc aussi que j'ai très envie de faire, c'est le jeu de cartes, Mardas, sur lequel je bosse aussi depuis pas mal de temps. Parce que moi j'adore les jeux de cartes, Magic, Yu-Gi-Oh, etc., etc. J'adore ça, donc j'ai envie d'avoir mon truc avec mon propre univers. Et puis ensuite on verra. Hein, on verra où on sera dans 1 an, dans 2 ans. L'actualité étant déjà bien chargée. Ouais, bah déjà le tome 3, je pense que c'est la plus grosse actualité, donc on verra comment ça se passe. Bah, merci beaucoup, Mickaël. En tout cas, franchement, c'était top de pouvoir plonger un peu dans les raisons du pourquoi de ce que tu fais aujourd'hui. Je trouve que quand on te voit aujourd'hui, on n'a pas du tout cette image de comment ça a débuté. Bah merci beaucoup, c'est gentil à toi. En plus, je l'ai raconté ça dans une vidéo YouTube, alors une vieille vidéo, hein, mais je racontais voilà, le tout début avec le thriller, etc., etc. Et j'expliquais, vraiment, j'ai bien fait d'abandonner quoi. Et je mettrai aussi dans les notes du podcast, évidemment, les liens vers les différents réseaux qu'on a évoqués là.
Pas le type web littéraire en premier, mais il existe. En tout cas, merci encore, ça m'a fait bien plaisir et je pense que ça aidera aussi, parce qu'il faut pas, voilà, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est effectivement, bon, toi tu nous as dit que tu avais des bases audiovisuelles, certes, pour faire du Ouais, YouTube, c'est sûr que c'est mieux, ça mais m'a aidé, après, ouais. je trouve que tu montres aussi qu'on peut se lancer comme ça et dire, je vais y arriver par moi-même, je vais apprendre et je vais le faire, ça marche, quoi. Ah oui, ça marche, parce que les gars, moi j'ai zéro diplôme en rien, j'ai arrêté l'école en troisième, franchement, j'ai rien du tout. C'est juste que bah, j'avais envie de le faire, du coup j'ai appris à le faire. Franchement, on a la chance aujourd'hui en 2023 de pouvoir tout apprendre sur Internet gratuitement. Merci YouTube. On peut apprendre tout ce qu'on veut, donc franchement, ce serait dommage de s'en priver. Foncez les gars, allez-y à votre rythme. Et amusez-vous, c'est le principal. Amusez-vous, éclatez-vous, parce que si vous vous amusez pas, ça va se voir et ça va être chiant. Donc vraiment, si vous faites des vidéos YouTube, bah, faites ce que vous voulez, amusez-vous. Et puis voilà, c'est le principal. Ça fait un très beau mot de la fin, je pense que j'ai rien à ajouter, donc encore merci. Parfait, nickel. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou encore le partager à un collègue auteur. Et pour aller plus loin, tu peux rejoindre la communauté des auditeurs du podcast sur j'écrisunroman.eu/hello pour écrire avec nous, papoter ou encore me poser toutes tes questions. Et moi je te dis à bientôt au Café des auteurs.